Alors parlez-moi un petit peu de l'enfant François Hollande. D'abord, c'est loin, hein. J'ai 51 ans, donc l'enfant, c'était il y a 45 ans. J'étais plutôt sage, j'étais plutôt bon élève, mais j'étais aussi intéressé, curieux. Voilà, j'étais, je pense, un enfant qui ne voulait pas simplement rester dans son milieu familial, qui n'était pas spécialement défavorisé, qui venait d'une famille populaire. Mon grand-père était instituteur, mon grand-père était tailleur, mon père était médecin, mais j'étais un enfant qui voulait sortir des chemins balisés. Qu'est-ce qui a motivé la voie politique? Assez tôt, l'intérêt que j'avais eu à des campagnes électorales, notamment à la télévision, à des lectures que j'avais pu faire, à des envies qui étaient les miennes, de changer ce que je croyais être un ordre du monde qui n'était pas forcément le meilleur, et puis l'identification que l'on peut avoir soit avec des personnages historiques, soit avec des personnages de la réalité. Moi, c'était François Mitterrand qui apparaissait comme une figure capable de donner une espérance à la France. Donc je m'étais dit, je vais regarder de ce côté-là, et je me suis intéressé au débat public. Comment votre famille a appréhendé ce choix? Bon, quand j'étais adolescent, je pense qu'elle a dû se dire, ma famille, que c'était ce qui devait arriver à cet âge. D'autant qu'on est dans une période très politique, les années 70, après mai 68. Ensuite, comme j'ai fait des études qui étaient celles de l'entreprise ou de l'administration, ma famille a dû se dire, bon, ben, finalement, il va devenir haut fonctionnaire ou cadre d'entreprise. Je ne crois pas qu'elle souhaitait que je fasse nécessairement de la politique. Pas forcément parce que j'étais de gauche, mais parce que je pensais que ce n'était pas forcément la voie qui permettait d'assurer une sécurité à sa famille. Quelle a été la première vraie expérience en politique? Celle qui vous a le plus marqué? Bon, d'abord, sur le plan des événements, j'avais 13 ans au moment de mai 68, j'ai regardé ça comme étant une éruption de la société, dans une période où la politique était essentiellement le gaullisme. Donc on sentait qu'il n'y avait pas d'alternance possible. Donc j'ai vu ça comme une irruption tout à fait précieuse. Puis ensuite, alors l'expérience politique que j'ai eue en tant qu'acteur, ça a été celle de la campagne de François Mitterrand en 1981, victorieuse, puis après de mon premier engagement ici en Corrèze, à 26 ans, quand j'ai été candidat dans la 3e circonscription. C'était important pour vous? Oui, parce que j'en avais d'abord envie de participer à la bataille politique, au meilleur sens du terme. Ensuite, parce que je devenais moi-même, à mon échelle, à ma modeste place, un acteur, et pas simplement un spectateur. Et puis parce que je réalisais sans doute ce que j'avais voulu faire très tôt, c'est-à-dire un engagement, une passion qui pouvait devenir à ce moment-là une réalité. Quand il ne fait pas de politique, François Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a longtemps fait l'éducation de ses enfants quand même, j'en ai eu 4. J'en ai toujours 4, mais enfin ils sont pour l'essentiel maintenant grands. Je lis autant qu'il est possible, mais souvent des livres d'histoire ou de politique. Et je parle, mais souvent à mes amis de politique, et à mon conjoint encore davantage. Donc je crois que quand on est dans cette vie, il est très difficile de pouvoir s'échapper et d'en construire une autre. Bourreau de travail? Oui, mais enfin parce que je le veux bien. C'est pas un vrai travail de recevoir, de parler, de lire, de comprendre. Je considère que c'est une vocation. C'est pas de métier, la politique. À quoi ressemble une journée avec François Hollande? Bah, ça dépend selon que je suis ici en Corrèze ou à Paris. À Paris, je suis essentiellement le premier secrétaire du Parti Socialiste avec des réunions, des rendez-vous, des présences à l'Assemblée nationale, des meetings lorsqu'ils sont prévus.
Et quand je suis ici en Corrèze, c'est une suite à la fois d'activités, de rencontres avec la population, de visites, de chantiers, de décisions en bureau municipal ou dans ma circonscription. Mais il n'y a pas deux François Hollande. Je suis rattrapé quand je suis à Paris par mon activité de Corrèze et je suis en Corrèze pourchassé pour mon activité parisienne ou en tout cas politique. Lorsque vous regardez la télévision, en général, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi, d'abord, je la regarde. Il faut faire attention de ne pas être coupé. Et couper, ça serait de ne pas rencontrer les citoyens. Mais couper aussi, c'est de ne pas regarder ce qu'ils voient et qui est finalement une actualité. Bon. Donc, je m'efforce de regarder les journaux de 20 heures, par exemple. Et puis maintenant, avec Internet, on peut les regarder à tout moment. Donc ça, c'est quand même précieux. La télévision, ce qu'elle m'inspire dans l'information, c'est qu'elle est devenue multiple aujourd'hui. Il n'y a plus une, deux, trois chaînes. Il y a des dizaines de chaînes. On le voit bien sur la TNT. On voit bien maintenant avec Internet. Donc il y a une source d'information qui est heureusement devenue beaucoup plus pluraliste. Et en même temps, on voit bien la pression des milieux économiques pour en contrôler aujourd'hui les principales. Lorsqu'on voit le développement des blogs sur Internet, avec Monsieur Tout-le-Monde qui s'exprime, qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Ben d'abord, moi, j'ai pas de blog, j'ai pas le temps. C'est beaucoup de disponibilité si on veut faire finalement cet échange ou cette confession sur Internet, si on veut pas la faire par d'autres. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait cette profusion d'interventions, ce souci de se mettre en scène, non pas pour soi, mais pour les idées que l'on porte. Donc moi, je ne me plains pas du tout. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas simplement une espèce d'exhibition, qu'il y ait une volonté de construire ensemble. Quelles sont les choses qui ont le don de vous agacer? La mode dans tous ses états, c'est-à-dire de penser comme les autres, le sujet qui est rabâché, les mêmes papiers, articles qu'on lit partout. Voilà, ce sentiment que finalement il n'y a pas d'originalité. Quels sont vos le suivisme. Quelles sont vos principales qualités? C'est pas forcément à moi de le dire. Moi, je crois que je suis tenace, obstiné et plutôt gentil. Les défauts? Souvent, ce sont les mêmes que les qualités. On peut dire qu'il ne faut pas être trop gentil, qu'il faut savoir être pragmatique, ne pas être toujours entêté, obstiné. Mais je pense que j'ai tendance, c'est pas un reproche que je me fais, mais que c'est un reproche que d'autres peuvent me faire, d'essayer de trouver une solution à chaque problème et de dire oui un peu trop facilement. Pourquoi ce choix vers un département comme la Corrèze? Comment c'est arrivé? Au départ, il y a une part de destin, de fatalité, diraient certains, de hasard donc. Parce que je n'étais pas prédisposé à venir briguer un mandat public en Corrèze. Il s'est trouvé que par des relations personnelles, amicales, j'y suis venu en 1981, j'y suis resté. Au départ, je pense que beaucoup devaient se dire il est là pour une campagne électorale, il ne restera pas, il sera appelé ailleurs. Et moi, j'ai voulu au contraire m'enraciner, parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans ce département des idées à porter, des actions à engager et aussi un combat à réussir. Alors justement, on va regarder un petit peu l'environnement de la Corrèze. Quelles sont les choses, à votre avis, qui mériteraient d'être traitées pour améliorer l'environnement en Corrèze? D'abord l'environnement. Je pense qu'on n'est pas assez soucieux dans ce pays vert de préserver les ressources naturelles, les rivières, les sites, les espaces protégés. Je crois qu'on pense que cette nature nous est offerte et qu'on peut y puiser tous les biens sans conséquence. Ensuite, je crois que
il faut donner davantage confiance à la population. Elle attend beaucoup du politique, elle a raison, surtout qu'on lui a fait beaucoup de promesses, notamment en Haute-Corrèze, et on s'aperçoit qu'on n'a pas peut-être suffisamment valorisé les atouts, formation professionnelle, qualité des services publics, esprit d'initiative, pas toujours répandu, mais qui néanmoins se confirme aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut dire à ce département qu'il peut parfaitement réussir, qu'il n'a pas besoin nécessairement de promesses politiques irréfléchies, qu'il a besoin au contraire d'engagement. Alors justement, comment vous voyez-vous le développement économique de Tulle? Quels sont les grands axes pour les années à venir? D'abord, ça a été de garder ce que nous avions. Et on s'est aperçu que c'était pas si simple. Regardez ce qui est devenu la manufacture d'armes. Mais c'est maintenant de dire qu'est-ce que nous pouvons développer d'autre que ce qui existe. Et on a bien vu la mutation, par exemple, d'une usine comme celle de BW, qui va, sur de nouveaux produits, je l'espère, connaître une expansion. On voit bien qu'on a fait venir sur le site du GIAD des activités nouvelles. On voit bien qu'on a maintenant un centre d'appel qui fait près de 500 emplois, et un autre qui va se créer à Saint-Augustin. Je ne me plains pas de cela, car ça fait partie de la diversification. On voit aussi qu'il y a une richesse artisanale qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui se créent et qui, à mon avis, sont des emplois durables. Et puis enfin, on a toute l'activité du bâtiment, du travaux publics, et ici, ce qu'on fait à Tulle notamment, à travers les rénovations de logements, c'est une façon aussi de créer de l'activité économique. Alors justement, activité économique, donc l'aménagement futur d'un centre commercial en centre-ville, sur le site même de l'usine actuelle. Comment les commerçants perçoivent cette démarche? Je pense que les commerçants du centre-ville savent qu'ils sont sur eux des produits de qualité, spécialisés, et que les grandes surfaces existent partout autour de la ville de Tulle, et que leur vraie concurrence n'est pas là. Elle est justement par rapport à d'autres commerces spécialisés. Et que le mieux, c'est de faire venir à Tulle une clientèle qui aujourd'hui va ou à Brive, voire même à Limoges. Donc nous devons absolument être attractifs. Et si on fait venir justement au centre-ville une population pour acheter des biens banalisés, on la fera aussi venir pour acheter des biens spécialisés. Donc je crois qu'il y a une complémentarité des commerces. Le pire, ce serait d'avoir une friche en plein centre-ville. Aménager par exemple ceci en parc coûterait trop cher? Surtout, il faudrait racheter 3 ou 4 millions d'euros un site industriel, le dépolluer pour le transformer en parc. Enfin, il y a suffisamment d'espace naturel près de Tulle pour qu'on ne consacre pas cette somme. On va parler de l'art en Corrèze, avec sur le secteur de Tulle, notamment le musée du cloître. Je crois qu'il est prévu des rénovations. Quel type de rénovation, quel type de projets sont porteurs sur ce musée? D'abord, la culture est très présente à Tulle. On a des musées, musée du cloître, musée des armes, bientôt musée de l'accordéon, musée de la résistance. On a un théâtre, on a une école de musique, on a bientôt une médiathèque. Elle existe déjà, mais elle sera maintenant intercommunale. On a une capacité à développer des arts nouveaux. Bon, bref, on a un festival, les Nuits de Nac. On a tout ce que la culture peut avoir de production, de création, de diffusion. Mais néanmoins, il faut essayer de renouveler, rénover. Et donc le musée du cloître, on essaye d'abord de l'ouvrir davantage, hein, et la population de Tulle ne le connaît pas suffisamment, de proposer des expositions temporaires, et puis de faire en sorte qu'on puisse avoir peut-être des travaux, ça c'est le ministère de la Culture qui en décidera, qui puissent ouvrir de nouveaux espaces conformes à ce qu'était autrefois le cloître de la cathédrale. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'État. Donc justement, deux grands musées en Corrèze, donc le musée du Président à Saran, celui du cloître de Tulle, l'un avec 25 000 visiteurs par an, l'autre avec 40 000 visiteurs, et pourtant une aide financière peut-être un peu moins importante pour Tulle que pour Saran.
donc avec en plus des travaux de rénovation qui semblent indispensables. Comment intervenez-vous auprès des institutions pour faire avancer ce type de projet avec équité? Bon, d'abord, c'est le Conseil général qui intervient massivement pour le musée de Saran. Et le Conseil général a considéré que c'était une priorité. On imagine les raisons. Je crois que ce musée aura du mal à vivre au-delà de 2007. Parce qu'on sait, on a l'expérience d'ailleurs, c'est pas un propos politique que je tiens, on a l'expérience avec le musée de François Mitterrand, qu'une fois que le président n'est plus en activité, ça intéresse moins d'aller voir les œuvres qui sont déposées dans ce type de musée. Bon, alors, c'est le choix du Conseil général. J'espère qu'un jour le Conseil général considérera qu'il y a d'autres musées en Corrèze que le musée dit du président. Et qu'il faudrait regarder effectivement de la ressource considérable que représente le musée à Tulle, le musée à Brive. Et je crois qu'il y aurait intérêt à ce que les financements soient multiples. Le Conseil général, l'État et la commune. L'éducation en Corrèze, les structures scolaires sont-elles en nombre suffisant, d'après vous, en Corrèze, notamment à Tulle? Trouvez-vous que les structures de formation de jeunes sont en nombre suffisant également? Et quel type de métier actuellement peut être absent du paysage éducatif corrézien serait-il intéressant de mettre en avant? Alors d'abord, on a fait en sorte à Tulle qu'il y ait des établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'était tout à fait décisif pour retenir des jeunes ici. L'IUT, avec 2 départements, l'école du bois, les BTS, la classe préparatoire aux grandes écoles, l'école d'infirmière, l'IUFM, l'ancienne école normale. On a maintenant des étudiants en nombre et en qualité. Qu'est-ce qui manque? Il manque sans doute, au-delà de ce qu'on fait dans les CFA, sans doute une école technique qui viendrait enrichir l'IUT. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire qu'après les 2 ans d'IUT, comment poursuivre des études supérieures dans les domaines technologiques. Donc encore des projets en développement? Oui, il faut en avoir parce que d'abord c'est un enjeu pour les jeunes, puis c'est un enjeu pour la ville, et y compris même pour les créations d'entreprises, parce qu'on sait que ceux qui se forment dans des métiers d'avenir peuvent créer leur propre emploi, ou voir les emplois des autres ici. On va parler de Corrèze Télévision, donc une télévision de proximité constituée en association aujourd'hui sur Internet, avec pour ambition d'arriver demain sur la TNT. D'après vous, quel est le rôle d'une télévision locale par rapport à d'autres médias, voire à d'autres télés comme France 3? Et quelles sont les attentes des Corréziens d'après vous? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une demande d'information, ça peut paraître paradoxal, alors qu'il y a, on l'avait dit tout à l'heure, plein de chaînes, plein de sources, y compris par Internet. Et à la fois, on veut tout savoir de ce qui se passe dans le monde, et généralement on y parvient quand même, et en même temps, on veut tout savoir de ce qui se passe dans son propre environnement. Et ça, on y parvient moins bien. Certes, il y a la presse locale qui elle-même connaît des évolutions, sans doute qui vont se poursuivre par la télévision. Sans doute il y a la radio, mais je crois que l'accès à une chaîne d'information locale deviendra une évidence dans les prochaines années. Vous encourageriez un média associatif comme celui-ci? Oui, bon, avec des règles de concurrence avec d'autres, hein, c'est normal. Quel regard vous portez sur le pôle associatif corrézien? Les associations sont très nombreuses en Corrèze, très dynamiques, dans tout domaine. Et ça, je crois que c'est une chance et un atout considérable. Alors c'est un coût, hein, faut généralement faut financer, hein, ça se fait pas simplement par les dons et les cotisations, mais ça rend des services, ça assure un accompagnement, ça permet des créations d'emplois, ça permet des initiatives nombreuses, dans tout domaine, environnement, culture, sport, accompagnement des personnes les plus fragiles. Non, je pense que là c'est vraiment un levier d'action. Alors, le sénateur-maire de Brive, Bernard Murat, s'est fait rapporteur d'un projet de loi sur la revalorisation du bénévolat et du monde associatif en France. Est-ce que vous avez lu ce rapport? Non. Et éventuellement, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'apporter justement pour améliorer la reconnaissance des associations?
Il faut d'abord reconnaître les associations en partenaires. Et avant tout projet de loi, toute décision publique, il faut essayer de faire vivre une concertation. C'est quand même des partenaires essentiels. Ensuite, il y a la question des financements. Il faut essayer de permettre des subventions sur, non pas une année, mais sur plusieurs. Donc, que ce soit pour une collectivité vis-à-vis d'un certain nombre d'associations, que ce soit l'État vis-à-vis de grandes configurations associatives ou de grands réseaux, il faut pouvoir assurer une pérennité. Enfin, il faut reconnaître ce qu'on appelle le statut des bénévoles, mais en même temps, il faut avoir le courage de dire on ne va pas faire des bénévoles des professionnels. Les bénévoles, ils sont là pour encadrer quelquefois des professionnels. Et on peut leur permettre d'avoir, peut-être pour la retraite, pour leur protection sociale, un certain nombre de garanties, mais on ne pourra pas promettre qu'on va financer des emplois associatifs, y compris pour ceux qui en sont les dirigeants. Bon. Et puis il y a la question de la fiscalité des associations. Et ça, c'est un sujet extrêmement délicat, parce que quand les associations sont dans le domaine marchand, domaine privé, doivent avoir les mêmes règles fiscales que les autres. Sinon, c'est une distorsion de concurrence. Mais en revanche, lorsque les associations rendent un service d'utilité collective, il faut sans doute qu'il y ait là des aménagements fiscaux. D'après vous, existe-t-il une rivalité Tulle-Brive? Elle a été. Elle est maintenant de l'ordre... disons, de l'humour entre nos deux villes. Il y a sûrement une part culture locale qui s'est ainsi perpétuée. Mais comme on dit en sport, on ne boxe pas dans la même catégorie. Nous sommes la ville-préfecture, Brive est la ville économique. Donc on est dans deux catégories différentes. Il ne faut pas essayer de rivaliser sur des terrains qui ne sont pas les bons. Mais il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est la complémentarité qui apparaissait impossible il y a quelques années devient une évidence aujourd'hui, que ce soit pour la culture, que ce soit pour les activités économiques. On sait bien qu'il faut travailler ensemble. Qu'est-ce qui manque? Sans doute sur un certain nombre d'initiatives, il faudrait les partager maintenant sur de grands équipements culturels, sur peut-être même aussi la formation du sport ou sur l'enseignement, on en parlait tout à l'heure. Il faudrait quand même qu'on rapproche davantage les deux bassins d'emploi. Je ne parle pas simplement des deux villes, je parle des deux communautés, communauté du Pays de Tulle, communauté d'agglomération de Brive. Il n'est pas impossible donc de construire peut-être ensemble pour l'avenir? Non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y aura toujours ces cultures différentes, ces traditions, ces manières d'être, mais sur un certain nombre de projets, on fera de plus en plus les choses ensemble. Donc justement, il y a un projet dont on a un petit peu parlé, c'est le projet d'une salle de spectacle commune, le Corésium, je crois. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà des échéances de fixer? Il y a une étude qui est engagée, qui est financée par les deux communautés, et on va essayer de savoir s'il faut un lieu unique ou plusieurs, par exemple, savoir ce qu'il faut en faire surtout. Il ne s'agit pas simplement de bâtir des cathédrales communes, il faut aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir des chapelles. Vous seriez favorable à rencontrer éventuellement Bernard Murat autour d'une table pour... on le fait régulièrement. Donc d'une manière plus télévisée peut-être. Ah oui, nous on n'a pas de... Eh bien un jour, merci. Et puis je vais vous demander maintenant de me parler de votre actualité. Oui. Devoir de vérité. Oui. C'est un livre d'abord qui vise justement à un moment où les Français vont avoir à choisir entre deux projets, au-delà des candidats, deux projets de société, savoir s'il faut garder la droite au pouvoir ou au contraire de nouveau faire confiance à la gauche. Il m'apparaissait important de revenir sur notre propre passé. Pourquoi la gauche qui a réussi à gagner des élections n'a pas été capable de se faire réélire, donc de durer. C'est bien qu'il y a eu un problème, notamment sur certains sujets ou avec telle ou telle catégorie de Français. Pourquoi on est capable de susciter beaucoup d'enthousiasme, d'espérance, et pas toujours de les traduire. Donc le devoir de vérité, c'est regarder le passé. C'est aussi de regarder quels sont les grands enjeux du présent. Aujourd'hui, comment on fait dans la mondialisation pour être à la fois performant et en même temps
préserver notre modèle social. Deuxièmement, sur l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit non au traité constitutionnel, il faut essayer de relancer l'Europe. Parce que sinon, comment pèsera-t-on dans le monde d'aujourd'hui? Et puis la France, elle doute d'elle-même, elle est inquiète, on le sent bien. Comment on fait pour lui redonner confiance en elle-même? Quels sont les grands enjeux? On les a évoqués. L'éducation, la sécurité professionnelle. Comment faire qu'on puisse changer d'emploi sans pour autant perdre son emploi ou perdre une perspective professionnelle. Et puis l'environnement, parce que c'est précisément les générations futures qui nous le demandent. Donc voilà, je crois que l'enjeu de l'élection, ça va être ça, savoir quelle société nous voulons. Une société où chacun se défie de l'autre, ou une société où on permet de la réussite commune. Donc ce livre, en fait, c'est un petit peu une reconstruction. Oui. Et une analyse de ce qui a été fait pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Absolument. Et en même temps, de pouvoir appréhender les problèmes d'aujourd'hui, pas simplement de répéter les solutions d'hier. Qu'est-ce qui a changé entre vos débuts en politique et aujourd'hui? La politique a beaucoup changé. Il y avait, il y a 25 ans, une grande espérance. On croyait que la politique par elle-même pourrait changer la vie. Bon. Après, il y a eu la confrontation à la réalité. On voit bien que c'est pas si simple, qu'il faut du temps, qu'il faut faire comprendre, qu'il faut associer la population beaucoup plus, qu'il faut des partis qui puissent être plus forts. Je me félicite d'ailleurs du courant d'adhésion vers le Parti socialiste, d'avoir une capacité à entraîner, qui n'est pas simplement une parole du haut, qui vient dire comment il faut agir et comment la décision a été prise. Donc la politique aussi s'est discréditée. Il y a eu des scandales, il y a eu des affaires, il y a eu un doute même sur la pratique politique. Donc il faut lui redonner ces lettres de noblesse républicaine, si je puis dire. Et puis enfin, la gauche elle-même a changé. Avant, il y avait deux grands partis, le Parti socialiste, le Parti communiste. Le Parti communiste a connu un déclin. Le Parti socialiste est certes le parti le plus fort à gauche, mais il y a tellement de dispersion à gauche qu'on peut reconnaître ce qui s'est produit le 21 avril 2002. Donc il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que je veux que les Français aient confiance dans leur pays, confiance dans leurs atouts, mais confiance dans la politique aussi. On a eu hier le vote du projet du Parti socialiste. Quelles sont les grandes lignes de ce projet, sans tout dévoiler, mais... Répondre à l'urgence et préparer l'avenir. Répondre à l'urgence sociale, nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat. Nous proposons le SMIC à 1500 € le plus vite possible dans la législature prochaine. Répondre à l'urgence en matière de logement. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir des logements qui soient accessibles. Le prix du loyer est tout à fait considérable. Répondre à l'urgence sur le plan énergétique, écologique, quand on voit ce qu'est le prix des carburants aujourd'hui. Donc de lancer un programme d'énergie renouvelable, de faire en sorte que la fiscalité énergétique change, puisse favoriser les véhicules non polluants par rapport aux autres. Vous seriez favorable, vous, à un développement justement d'énergie hors pétrole? Bien sûr, on voit bien la question des éoliennes, qui doit être absolument soutenue, ou solaire. Donc ça, c'est répondre à l'urgence. Puis préparer l'avenir, c'est donner priorité à la recherche, à l'innovation, ce qui va créer des emplois de demain, ce qui va donner peut-être des solutions pour la santé publique, qui va permettre qu'il y ait une diffusion des technologies. La recherche, c'est comme ça qu'on sera les meilleurs. L'éducation, la formation dans tous ces aspects. Et puis, ce que j'appelle la sécurité professionnelle, possibilité de changer d'emploi, d'avoir une formation, d'être accompagné, d'être suivi. Ça, c'est un grand projet pour les années qui viennent. Ce premier projet, d'après vous, est-ce qu'il est complet ou est-ce que c'est une première ébauche? Non, c'est pas une ébauche, mais il n'est pas complet. Il va falloir qu'on puisse travailler encore, notamment dans les rapports avec les Français dans les prochains mois. Ça sera aussi l'objet de la campagne électorale. Puis une fois qu'on sera devant un succès, j'espère, une victoire, il va falloir aussi construire ensemble l'application de ce projet. Il ne s'agit pas simplement de demander aux Français un blanc-seing. À un moment donné, il faut être capable de les associer aussi au processus d'application et de mise en œuvre. Quelles sont les choses que vous estimez avoir le mieux réussi? Garder l'unité des socialistes, c'était mon rôle de premier secrétaire. Après 2002, tout était en cause, c'est-à-dire on avait perdu, et de quelle façon tout aurait pu se déliter, se déconstruire, comme on dit. Et puis j'ai veillé à ce que les socialistes se présentent unis
c'est pas forcément facile. Devant les Français, le même projet, bientôt le même candidat ou la même candidate. Et quelles sont les choses que vous auriez souhaité réussir? L'élection de 2002. Avec Lionel Jospin, on pensait qu'on avait un bilan qui était correct. Il n'a pas été jugé forcément comme tel par les Français, même si beaucoup maintenant sont capables de faire des comparaisons entre ce qui s'est fait depuis 2002 et ce qui s'était fait avant. Et puis on avait la conviction qu'on était une équipe capable de poursuivre et qui était meilleure que celle de droite, notamment avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et finalement, on n'a pas été entendu. On s'est pris les pieds dans le tapis à tous égards avec la gauche. On s'est dispersé et c'est vraiment un échec terrible. Donc je veux prendre ma part. Donc justement, quelles sont les choses que vous souhaitez maintenant absolument réussir? 2007. Je me suis fixé comme objectif, pas pour moi-même, mais pour le pays, et pas simplement pour la gauche, hein, pour le pays, réussir une alternance, pas simplement une victoire électorale, une réussite ensuite. Évidemment, vous soutiendrez le candidat? Non seulement je le soutiendrai, mais je ferai en sorte que ce soit le meilleur ou la meilleure qui soit choisie. Y a-t-il des choses que vous auriez préféré rater? Non, on ne veut jamais rater quelque chose. Donc ce que j'ai raté, je m'en veux de l'avoir raté. Le plus gros échec? 2002, de ne pas aussi avoir fait comprendre, mais le contexte était très difficile aux Français, que le référendum pouvait être une occasion de remettre l'Europe sur de bons rails. Mais le texte lui-même était discutable, l'ambiance dans le pays insupportable, et puis l'orientation de l'Europe pas claire. Donc je respecte le vote des Français, mais je pense qu'on a perdu du temps. Votre plus grande victoire au jour d'aujourd'hui? Ma plus grande victoire, c'est d'avoir été capable de convaincre 80 000 socialistes de nous rejoindre, les nouveaux adhérents. Ça, c'est quand même une belle victoire. Hein. Merci François Hollande. Merci à vous. Je file, hein, pardon. Merci, non, non. Très professionnel. Merci.